Il y avait une femme à la salle paroissiale. Pas quelqu'un que je connaissais bien, juste quelqu'un que je croisais au dîner mensuel. Elle m'a pris à part un soir et m'a dit, très doucement, « Walter, tu devrais te trouver une brave femme. Tu ne peux pas passer le reste de ta vie tout seul dans cette maison. » Moi, c'est Walt. J'ai 82 ans. Et je veux vous dire quelque chose que personne ne m'a dit 2 ans après la mort de Linda. Personne ne m'a dit que le moment où je me suis senti le plus seul, ce n'était pas dans cette maison, en solo. C'était pendant les 14 mois où j'ai failli devenir quelqu'un que je ne reconnaissais plus, en essayant de faire ce que tout le monde disait que je devais faire. Et j'ai bien failli signer quelque chose sur lequel je ne pourrais plus revenir. Linda est morte un jeudi, fin octobre. Les feuilles étaient déjà tombées. Une de ces matinées grises où la lumière ne se pose sur rien, elle reste juste là, suspendue. Je n'en parle pas beaucoup. Pas parce que c'est trop douloureux, exactement. Plutôt parce que j'ai toujours l'impression que ce n'est pas à moi de l'expliquer. Certaines choses, on les garde pour soi. Non pas parce qu'elles sont secrètes, mais parce que les mots les rendent plus petites qu'elles ne le sont vraiment. Les premiers mois, les gens passaient. On déposait des plats sur le perron, des appels, ce genre d'attention qui part d'un bon sentiment, mais qui finit par vous étouffer lentement. Et puis l'attention a commencé à changer, pas à s'éloigner, mais à changer de forme. On passait de « Comment tiens-tu le coup ?» à « As-tu pensé à sortir un peu plus ?» ou encore « Il y a une femme à la paroisse qui a perdu son mari au printemps dernier. » 6 mois plus tard, ma plus jeune fille, Rachel, m'a appelé un dimanche. Elle n'a pas de filtre, contrairement aux autres. Elle m'a dit « Papa, tu as besoin de compagnie. Tu vas dépérir dans cette maison. » Dépérir, c'est le mot qu'elle a utilisé. Et le truc, c'est que, et je ne comprenais pas à l'époque, je l'ai cru. Parce que le silence de la maison avait un poids. Parce que, de toute ma vie d'adulte, je n'avais jamais préparé un dîner pour une seule personne. Parce que chaque habitude était construite pour 2, et maintenant que l'un de nous était parti, les habitudes continuaient de tourner sans savoir où s'arrêter. Alors, quand un ami commun m'a présenté un homme nommé Gérard lors d'un repas de quartier, veuf, 76 ans, ancien facteur, poli, stable, le genre d'homme ponctuel qui fait ce qu'il dit, je n'ai pas dit non. Nous avons pris des cafés, puis des dîners. Puis il a commencé à appeler le mardi soir. Puis il a dit quelque chose que j'entends encore précisément. Walt, c'est tout simplement logique. 2 personnes, toutes 2 seules, toutes 2 avec une maison, toutes 2 payant des factures séparément. On pourrait prendre soin l'un de l'autre. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Prendre soin l'un de l'autre. Cette phrase, je l'ai retournée dans mes mains comme un objet trouvé au fond d'une vieille poche de manteau. Ça semblait tellement raisonnable. Ça ressemblait à la réponse évidente. Ça ressemblait à ce qu'un homme sensé accepte. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Et puis il s'est passé quelque chose qui a tout changé, et ça n'avait rien à voir avec Gérard. Mon frère Robert m'a appelé cette même semaine. On ne s'appelle pas tout le temps. On se parle tous les mois environ pour des banalités, comment va la voiture, les petits-enfants, ce genre de choses. Mais cette fois, il m'a demandé comment j'allais vraiment. Et comme je n'avais pas de réponse préparée, je lui ai dit la vérité. Je lui ai parlé de Gérard. Je lui ai dit que j'y réfléchissais. Que tout le monde semblait penser que c'était la suite logique. Il y a eu un silence au bout du fil, si long que j'ai cru qu'on avait été coupé. Puis Robert a dit « Tu te souviens de ce qui est arrivé à Jean-Pierre Morin ?» Jean-Pierre Morin était un homme que nous connaissions tous les 2 dans le quartier autrefois. Un veuf, un homme bien, remarié à 70 ans. Robert m'a raconté ce qui s'était passé au cours des 4 années suivantes. Et plus il parlait, plus j'avais froid dans le dos. Parce que je n'avais posé aucune des questions que j'aurais dû poser. Je savais que Gérard était veuf. Je savais qu'il avait sa retraite. Je savais qu'il était poli et stable. Ce que je ne savais pas, ce que je n'avais jamais pensé à demander, c'était quoi que ce soit sur ses dettes, son passé médical, la situation financière de ses enfants, s'il s'était porté caution pour quelqu'un, s'il y avait des trous entre ce qu'il me disait et la réalité. J'ai appelé un notaire cette semaine-là. Je ne l'ai pas dit à Gérard,
ni à Rachel. J'ai juste pris rendez-vous et je me suis assis face à une femme qui s'occupait de succession depuis 30 ans, et je lui ai demandé de m'expliquer clairement ce que le remariage signifie pour un homme de mon âge. Elle n'a pas été désagréable, mais elle n'a pas été tendre non plus. Elle m'a dit « Tout ce que vous possédez devient juridiquement lié. Ces dettes peuvent atteindre votre patrimoine. S'il a besoin d'une prise en charge médicale lourde ou d'un EHPAD, c'est votre épargne qui paiera. S'il meurt avant vous et que ses enfants contestent la succession, votre statut de conjoint survivant est fort, mais le leur l'est aussi s'ils sont bien conseillés. Et s'il meurt avec des dettes, les créanciers peuvent s'attaquer à ce que vous avez bâti toute votre vie. » Elle m'a dit qu'elle voyait ça tout le temps. Des hommes et des femmes qui se remarient après 60 ans parce que ça semblait raisonnable, convivial, pour finir leurs dernières années dans des litiges juridiques, des gouffres financiers ou à faire des soins infirmiers pour lesquels ils n'étaient pas préparés. Elle m'a montré des dossiers, non masqués. Chacun commençait de la même façon. 2 personnes, seules. Tout semblait logique. Et puis quelque chose basculait. Une maladie, une dette, un enfant d'un premier lit qui se sentait lésé, et ce qui semblait être un arrangement simple devenait un nœud que personne ne pouvait défaire proprement. Je suis rentré chez moi et je suis resté assis dans la cuisine pendant un long moment. J'ai pensé à la maison, cette maison que j'ai achetée au début de ma trentaine. La maison où mes 5 enfants ont grandi, où Linda et moi nous sommes disputés pendant 3 ans à propos du toit avant que je finisse par le réparer. La maison dont je connais chaque bruit de tuyauterie et le temps exact que met la chaudière à se lancer en janvier. Cette maison, mes économies, la petite somme que j'avais mise de côté pour la transmettre, tout cela, d'un coup, je voyais avec quelle rapidité ça pouvait devenir le problème de quelqu'un d'autre. Et le plus étrange, c'était que Gérard était un homme bien. Il ne s'agissait pas de malhonnêteté de sa part. Il s'agissait de réaliser que j'avais failli prendre une décision légale et permanente, dictée par la solitude et le sentiment que c'est ce qu'il faut faire. C'est la première chose que j'ai apprise, et j'ai presque eu besoin de m'asseoir après l'avoir compris. Je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître ridicule. J'ai passé 2 soirées entières à réorganiser les placards de ma cuisine après ce rendez-vous chez le notaire. Juste à déplacer les objets, mettre les tasses là où étaient les bols, déplacer le café sur une autre étagère. Aucune raison pratique. Linda avait un ordre précis et je l'avais respecté, à la lettre, pendant 2 ans sans bouger un seul élément. Et soudain, j'ai tout changé. Le lendemain matin, je n'ai pas trouvé le café pendant 20 minutes et je suis resté là, en peignoir, vraiment furieux contre moi-même. Mais je ne l'ai pas remis à sa place. Des petites choses, mais ce sont les miennes. La deuxième chose m'est venue plus lentement. Elle n'est pas arrivée avec des papiers. Elle est arrivée un mardi matin. Environ 6 semaines avant de rencontrer Gérard, j'avais commencé à faire quelque chose que, je veux être clair, je n'aurais jamais avoué à personne à l'époque. J'avais commencé à prendre mon petit déjeuner tard, pas exagérément tard, 10 heures, parfois 10h30, juste parce que j'en avais envie. Pas d'horaire à respecter, personne qui attend. J'avais commencé à lire le soir jusqu'à ce que je sois fatigué, plutôt que jusqu'à ce que l'horloge dise d'arrêter. J'avais commencé à regarder des programmes que Linda aurait éteints après 10 minutes. Ce ne sont pas des libertés spectaculaires. Je comprends comment ça sonne. Mais j'avais 79 ans et, pour la première fois de ma vie d'adulte, je vivais selon un emploi du temps qui n'était qu'à moi et à personne d'autre. Et j'ai remarqué, quand Gérard a commencé à appeler les mardis, quand j'ai commencé à ajuster ce que je faisais pour être disponible au téléphone, j'ai remarqué que j'avais recommencé à m'adapter automatiquement. Pas parce qu'il me le demandait, mais parce que j'avais fait ça toute ma vie sans savoir que c'était un choix. Ma fille Karine est venue dîner vers cette époque. Elle pèse ses mots, Karine. Elle a dit à table, « Papa, tu as l'air plus léger ces derniers temps. » Avant, elle s'est arrêtée. Avant Gérard, elle voulait dire. Je n'ai rien dit, mais je l'ai noté, parce qu'elle avait raison. Il y avait eu une légèreté, un petit sentiment inattendu de, pas de bonheur exactement, plutôt de clarté, le genre de choses qu'on ne remarque qu'au moment où elle commence à s'estomper.
La pensée qui me revenait sans cesse était celle-ci. J'avais passé plus de 4 décennies en tant que mari. Pas un mauvais mari. J'ai fait ce que je pensais qu'un homme devait faire. J'ai travaillé, je suis resté, j'ai fait tourner la boutique. Mais je ne m'étais jamais, pas une seule fois, à l'âge adulte, demandé à quoi je voulais qu'une matinée ressemble quand personne d'autre n'avait besoin de moi. Et maintenant, je le savais. Et j'envisageais de l'échanger à nouveau. Pourquoi? Parce que dépérir était le mot employé par Rachel? La troisième chose est venue de mon fils aîné, Daniel. Daniel est quelqu'un de pratique, efficace. Il gère les choses comme je le faisais autrefois. On traite le problème et on avance. Il m'a appelé un samedi et après l'échange habituel sur la météo et la voiture, il a dit « Papa, je dois te poser une question directe. » J'ai dit « Vas-y ». Il m'a interrogé sur la maison, sur les économies, sur ce que j'avais prévu de laisser après moi. Je lui ai dit que c'était géré, que j'avais un testament. Il a dit « Papa, un testament ne pèse pas lourd si tu te remaries. Il devient ton héritier légal prioritaire, pas nous. » Je lui ai dit que j'étais au courant. « Ah bon ? Parce que j'ai appelé un avocat spécialisé et il m'a dit qu'un conjoint survivant peut bloquer la vente d'une maison ou réclamer une part qui dépasse ce que tu avais prévu pour nous. Je ne dis pas que tu ne dois pas faire ce qui te rend heureux. Je te demande juste si tu sais ce que tu es en train de signer pour la suite. On ne s'est pas disputé. » Daniel ne se dispute pas, moi non plus. Mais cet appel est resté en moi. Je suis retourné voir le notaire. Je l'ai interrogé spécifiquement sur ce qui arrive à l'héritage de mes enfants quand un homme se remarie à mon âge. Elle a confirmé ce que l'avocat de Daniel avait dit. En France, le conjoint survivant a des droits, usufruits ou parts en pleine propriété, qui peuvent empêcher les enfants de disposer de la maison de leur propre père pendant des années. Elle avait vu des familles se déchirer pour ça. J'ai pensé à mes 10 petits-enfants, à Daniel, Karine, Stéphane, Laura et Rachel. À ces 40 années de travail, de stabilité, sans se plaindre, à être là, tout cela accumulé silencieusement pour être transmis. Et j'ai pensé, aucun d'entre eux ne m'a demandé de faire ça. Aucun d'entre eux ne m'a demandé de prendre ce que leur mère et moi avions construit ensemble pour en faire un sujet de bataille juridique. Gérard était un homme bien, c'était toujours vrai. Mais les bonnes intentions et les conséquences juridiques sont 2 choses différentes. Et je n'avais pas réfléchi clairement aux secondes. La 4e chose est venue de Thomas Laurent. Thomas ne dit pas grand-chose qui ne soit pas utile, et je respecte ça. Il m'avait emprunté ma clé à molette 2 fois, et l'avait rendue les 2 fois sans que j'aie à le lui rappeler. Un après-midi, il travaillait sur sa camionnette, et j'étais assis sur mon perron. On a eu un de ces échanges qui commencent sur un sujet précis et finissent ailleurs. Il a mentionné un homme qui habitait dans la rue avant que Thomas n'emménage. Il ne le connaissait pas bien, juste l'histoire de la maison. L'homme s'était remarié tard, vers 75 ans. Sa femme était tombée malade, avait eu besoin de soins importants. Sa fille avait raconté l'histoire à Thomas. Et cet homme avait passé ses 3 dernières années de santé correcte à devenir un aidant à plein temps. Pas parce que c'était quelqu'un de mauvais, mais parce qu'il avait pris un engagement légal et qu'il l'honorait, parce que c'est ce que font les hommes comme nous. Thomas a dit ça sans juger, de la façon dont il dit la plupart des choses. Puis il est retourné à son véhicule. Mais j'y ai pensé tout le reste de l'après-midi. J'avais vu le déclin de Linda. 2 ans. Je n'ai pas parlé de ces 2 années en détail, et je n'ai pas l'intention de commencer maintenant, si ce n'est pour dire, il me fallait attendre le milieu de la matinée pour me sentir à nouveau présent. Chaque jour, pendant des mois. Le poids de cela est particulier et ne vous quitte pas comme les autres soucis. J'avais 79 ans, et si la santé de Gérard changeait, et la santé après 75 ans change de façon imprévisible, elle arrive vite et s'installe pour de bon, c'est moi qui serai là. Parce que c'est ça le mariage. Pas seulement les dîners, pas seulement la compagnie. C'est la toilette, les médicaments, les rendez-vous, les nuits. Je n'étais pas sûr d'avoir encore ça en moi. Et le fait de ne pas en être sûr était une information que je devais écouter. Il y a une raison pour laquelle je vous raconte tout cela dans l'ordre, car la 5e chose, la dernière, est celle qui m'a vraiment poussé à appeler Gérard pour lui dire que je ne pouvais pas le faire. Et ce n'était pas juridique.
Ce n'était pas financier. Ce n'était pas une question de soins ou d'héritage. C'était une question que je me suis posée un dimanche soir, assis dans la cuisine avec une tasse de café devenue froide. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et je me suis posé la question honnêtement, comme on ne peut le faire que quand personne ne regarde. La réponse n'était pas « parce que j'aime Gérard ». La réponse n'était pas « parce que je veux construire quelque chose avec quelqu'un ». La réponse, et c'est la partie dont je ne suis pas fier, mais celle qui compte, était parce que tout le monde me disait que je devais le faire. Parce que vivre seul ressemblait à une anomalie que je devais corriger. Parce que j'avais peur de ce que cela dirait de moi si je ne le faisais pas. J'avais été un homme qui subvenait aux besoins, qui faisait tourner les choses, qui ne faisait pas d'histoire sur ce dont il avait besoin. Et quelque part, dans l'apprentissage de cette vie pendant 60 ans, j'avais absorbé l'idée qu'être seul était synonyme d'échec, qu'un homme sans partenaire était un homme qui n'avait pas fini sa tâche. Mais ce n'était pas vrai. C'était une histoire qu'on m'avait racontée quand j'étais petit et que je n'avais jamais pris la peine d'examiner. La vérité, assis dans cette cuisine avec mon café froid, était plus simple et plus dure. Je n'avais pas envie de me remarier. Je voulais savoir si je pouvais vivre sans en avoir besoin. Et la réponse était oui. Lentement, imparfaitement, avec beaucoup de placards réorganisés et de petits déjeuners tardifs, oui. J'ai appelé Gérard le lendemain matin. Je lui ai dit que je ne pouvais pas aller plus loin. Il a été correct, ce qui a rendu la chose plus difficile d'une certaine manière. Pas de colère, juste un « je comprends », tranquille, auquel je n'ai pas tout à fait cru, mais que j'ai apprécié quand même. Rachel m'a appelé cette semaine-là. Elle était contrariée. Elle disait que je faisais une erreur, qu'elle s'inquiétait pour moi. Je lui ai dit que j'allais bien. Elle a dit « Papa, tu vas être seul ». J'ai dit « Je sais ». Il y a eu un long silence. « Tu es sûr que ça va aller ?» Et j'ai dû y réfléchir sincèrement avant de lui répondre, parce que ce n'était pas une petite question, c'était LA question, celle qui était sous toutes les autres. « Je pense que oui », ai-je dit. « Je pense que j'ai besoin de le découvrir. » C'était il y a 3 ans maintenant. Je suis toujours dans cette maison. Je prends toujours mon petit déjeuner à 10 heures quand j'en ai envie. Lucas Laurent est passé la semaine dernière et s'est tenu près de l'établi pendant que je réparais une charnière sur le portillon arrière. Il n'a rien demandé, n'a pas dit grand-chose. Il était juste là, avec cette présence tranquille qui est la sienne. Je lui ai tendu le tournevis quand j'ai eu besoin d'une deuxième main, et il l'a tenu correctement, sans que j'aie à lui montrer ce que j'ai remarqué. Certaines choses n'ont pas besoin d'explication. Certaines formes de compagnie non plus. Je ne vais pas vous dire qu'être seul est facile, ou que je ne m'assois pas parfois à cette table le soir en ressentant le vide. Je le ressens, c'est la vérité. Mais je vais vous dire ceci. Il se passe quelque chose quand on arrête d'organiser sa vie en fonction de ce qu'on est censé faire. Quelque chose de calme s'installe. Pas le bonheur exactement, plutôt de l'honnêteté. C'est comme, enfin, savoir à quoi ressemble l'espace quand on ne le remplit pas de bruit juste pour prouver qu'il est habitable. J'ai vécu 40 ans aux côtés de quelqu'un que j'aimais. C'était réel, je ne le diminue pas. Et je vis ces années-ci aux côtés de moi-même. C'est tout aussi réel, ça compte aussi. Je suis reconnaissant pour chacune de ces années. Celles que j'ai partagées, celles que je n'ai pas partagées, celles que j'ai passées à bâtir quelque chose et celles que j'ai passées assis sans bouger, assez longtemps pour me demander pourquoi je l'avais bâti. Je ne sais pas combien de matins il me reste, mais je sais que ceux que j'ai sont les miens, c'est déjà beaucoup. Merci d'être resté avec moi ce soir. Si quelque chose ici a trouvé un écho en vous, j'espère que vous le porterez à votre propre rythme, sans rien forcer. Si vous voulez revenir vous asseoir ici, je serai là. C'est tout ce que c'est. Prenez soin de vous, quoi que cela signifie pour vous.